Bonjour à ceux qui nous rejoignent sur le plateau de Supply Chain Village. Bienvenue pour cette deuxième session qui va être consacrée à répondre à la demande dans un contexte incertain. Donc, une suite de conférences qui va commencer par une présentation de Wilfried Légeron, qui est directeur industriel d'Air Liquide, qui va nous parler de la mise en place du DDMRP au sein de l'entreprise, et ensuite une suite de témoignages d'experts qui vont également nous parler du DDMRP et de la manière dont on le met en œuvre. Pour cette première présentation, Laurent Vigouroux, qui est exécutif vice-président de B2Wise, va également être présent pour interroger notre directeur industriel d'Air Liquide, Wilfried Légeron. Donc, messieurs, je vous laisse la parole pour nous parler de la manière dont vous avez mis en place le DDMRP. Bien, Wilfried, est-ce que tu peux nous expliquer ce que DDMRP vient faire dans la distribution chez Air Liquide? Alors, je vais me présenter. Oui. Wilfried Légeron, donc je suis directeur industriel et continuous improvement d'une entité qui s'appelle Air Liquide Santé Service et dont l'activité, une des activités, est d'acheter et de distribuer du matériel et entre autres des dispositifs médicaux à des clients en Europe et à différentes filiales Air Liquide. Donc Air Liquide, on connaît tous le groupe, c'est un leader mondial dans différentes activités industrielles et santé. Et on a déployé ce projet DDMRP il y a maintenant 2 ans sur ce métier de la distribution de matériel et de dispositifs médicaux. Alors, est-ce que tu pourrais revenir sur la situation initiale qui a donné naissance à ce projet? Oui, alors sur cette plateforme, on exploite à peu près 6000 références et puis depuis plusieurs années, des situations critiques de gestion de shortage, de rupture fournisseurs, de crises parfois dépassant plusieurs mois, donc beaucoup de variabilité dans nos process, beaucoup de stress dans les équipes, pas pour manager ça, et à partir de là, j'ai décidé de lancer un projet pour évaluer des solutions qui pourraient nous permettre de stabiliser ce flux. Alors, tu as envisagé quel type de solution pour stabiliser ces flux? Alors, on a regardé, on a étudié tout ce qu'il pouvait y avoir sur le marché en termes de solutions. Et puis, à l'époque, dans une entité du groupe Air Liquide, quelqu'un s'était intéressé au DDMRP sur une entité manufacturière et sur un process d'approvisionnement. Et les résultats étaient assez édifiants. Et j'ai dit, tiens, moi, je fais aussi de l'approvisionnement sur la plateforme et je distribue à des clients. Donc, si je mets un DDMRP, je vais pouvoir protéger mes clients et les satisfaire beaucoup mieux qu'avant. Et puis, je me suis également intéressé, au travers le réseau FAPIX, au travers des séminaires, à travers des interventions de différents grands industriels, notamment Michelin et Louis Vuitton, où j'ai vu des business cases et on a dit, c'est une solution qui pourrait réellement répondre à notre besoin. Donc, comment tu as lancé ce projet-là? Comment ici on a, comme tout projet, on a construit un business case avec des objectifs pour voir ce que pourrait nous apporter le DDMRP. Et donc, on a constitué une équipe projet, on a fait chiffrer les gains potentiels avant de se lancer et d'obtenir le go du management. D'accord. Comment tu as fait le choix justement des partenaires avec qui tu vas travailler? Alors, on a construit un cahier des charges, forcément, et puis on a consulté différents partenaires et qui avaient une expérience réussie dans le DDMRP, d'un pilote réussi dans ce domaine-là. Et on en a sélectionné 2, et après on a sélectionné B2Wise pour la partie software du DDMRP et Sitwell pour nous accompagner dans le change management lié à cette méthodologie. Parce que on voit que sur ce sujet-là, on va changer quand même beaucoup d'habitudes historiques en termes de management de supply chain. Et là, on a besoin de se faire accompagner sur ce sujet-là en termes de change. Ok, donc tu as construit un projet. Et quels étaient les objectifs de ce projet pilote? Alors, on a le tout premier objectif quand on a lancé DDMRP, c'était d'augmenter le chiffre d'affaires de la plateforme, d'augmenter son terrain de jeu, mais c'était avant tout un objectif quali, c'est-à-dire
augmenter significativement la performance du taux de service pour satisfaire nos clients. Donc ça, c'était vraiment l'objectif clé. Et on a voulu aussi standardiser un maximum les process à travers un outil, et donc à travers B2Wise, parce qu'on avait une équipe de 3 approvisionneurs, et les méthodes entre chacun étaient toutes différentes en termes de gestion. Donc là, l'outil a permis vraiment d'harmoniser ces process, d'harmoniser les choix et les décisions par rapport à ça. Et je le dis parce qu'on n'a pas, au début, fixé d'objectif de réduction de stock. Ce n'est pas ce qu'on a mis en avant dans notre projet. C'était quoi alors que vous avez mis en avant? Taux de service, Taux de augmentation du taux de service. Taux de service. On avait des résultats qui étaient entre 60, 80, enfin 90, et on voulait absolument stabiliser à 95% ce taux-là. Donc, quelle a été la première étape de ce projet pilote? Alors, la première étape, ça a été de construire une équipe et surtout de former les gens, et pour que les gens dans ce projet disposent des mêmes définitions et du même langage. Sur la photo, on voit un certain nombre de gens, et ces gens appartenaient à la plateforme Air Liquide Santé Service, donc les planeurs, les approvisionneurs, les acheteurs, les gens de l'IT, et on a aussi invité des gens de la supply chain aval, les fournisseurs, et de la supply chain aval, les clients. Donc on a fait une formation avec 15 personnes. Et en plus de cette formation, on a fait un DD-Bricks. Donc on a utilisé le jeu commercialisé par B2Wise pour éduquer le management. Donc on avait le general manager de la plateforme qui a participé, le directeur supply chain du fournisseur qui a participé, et le directeur des opérations côté client, pour vraiment montrer à travers ce jeu qui est très ludique, qui vraiment exprime très bien l'intérêt du DDMRP dans une supply chain, pour parler le même langage. Donc une fois que vous avez joué avec le management et avec toutes les équipes, comment est-ce que tu as défini le périmètre du projet? Alors, on est une plateforme, donc on est dans un modèle DRP, tout ce qu'il y a de plus classique. On a des clients qui commandent à cette plateforme, et puis nous, plateforme, en fonction des niveaux de stock, on recommande à des fournisseurs, et ces fournisseurs réapprovisionnent la plateforme. La plateforme, c'est exploité via un partenaire logistique, et qui, en fonction de nos ordres, reçoit les commandes et donc expédie après les commandes à travers un réseau de distribution vers tous nos clients. Donc, on s'est focusé à mettre le DDMRP sur la plateforme au centre en termes de dimensionnement et de positionnement de buffer. Donc une fois que le périmètre du projet a été mis en place, comment as-tu fait pour choisir les références que tu allais mettre dans le projet? Alors ce qu'on a voulu faire, c'est on n'est pas parti à déployer le DDMRP sur l'ensemble du système. On a voulu faire une phase pilote, un pilote industriel. On a fait une première phase avec 60 références. Et au milieu du projet, on en a chargé 60 autres, donc on avait à peu près 120 références en milieu de pilote. Et on s'est évertué à sélectionner 6 à 8 familles de produits, des produits qui allaient bien, qui ne posaient pas de problème, des produits dont on pensait qu'ils étaient en surstock, des produits où on avait beaucoup de ruptures, beaucoup de ruptures, des articles aussi avec de la saisonnalité, parce qu'on en a dans nos activités médicales. On a une particularité, c'est que certains de nos articles aussi sont ce qu'on appelle des produits à la dette, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stock, c'est la commande du client qui va générer l'approvisionnement du fournisseur. Et puis des articles vraiment populaires qui tournent beaucoup et sur lesquels il y a une consommation extrêmement importante. Et important aussi des articles avec des délais pas fiables, c'est-à-dire que dans le système, dans le RP, j'ai un article avec paramétré un délai de 2 semaines et le fournisseur est plus entre 9 et 12 semaines. Voilà, des aléas comme ça en termes de dimensionnement. Donc une fois qu'on a mis en place ce projet pilote, que tu as démarré, c'est quoi les résultats maintenant? Alors sur le projet pilote, on a eu un résultat qui est présenté en effet sur le graphique. C'est qu'on avait des variations très importantes, comme je vous le disais, sur les périodes précédentes, avec des pics absolument démentiels. Et par ces pics, il faut gérer les urgences et les crises. Un flux a complètement stabilisé, plus de variations, vraiment sous contrôle, des taux de service performants à la cible. Alors bien sûr sur les 160 références qu'on avait sélectionnées, mais ce pilote a démontré la réponse de DDMRP et de B2Wise à notre besoin sur la plateforme.
Donc ça, c'est sur la partie taux de service. Oui. Bon, mais c'est facile d'avoir un super taux de service quand on a beaucoup de stock. Donc Oui. comment as-tu géré cette partie-là? Alors, quand on a vu ces résultats de service, on s'est dit, bon, on va regarder aussi les stocks, hein, quand même, pour voir si finalement, si on avait beaucoup de stocks, bon bah oui, comme tu dis, Laurent, c'est facile, on a beaucoup de stocks, donc on a un bon taux de service. Eh bien non, c'est la puissance de l'outil et de la méthodologie, c'est que ce stock, sur une couverture identique, eh bien, il a diminué, tout en ayant un taux de service meilleur. Donc vraiment une optimisation et un positionnement au bon endroit quand il y en a besoin du stock dimensionné forcément par rapport à la demande. Donc là, on a vu sur le périmètre pilote ce que ça donne. Alors, les résultats complets, parce que là, on a vu la partie quantitative sur le taux de service, sur le stock. Quel a été le bilan de ce pilote? Alors, le bilan de ce pilote, c'est qu'il a dit go, il faut y aller pour le reste des références. Aussi, pendant ce pilote, on n'a eu aucune rupture sur ces 120 références, aucune rupture sur 6 mois. La réduction aussi du stock. Et puis, on a vu aussi un outil et une méthodologie qui simplifiait beaucoup la relation avec nos fournisseurs. Un message, les priorités sont claires, elles sont partagées. Le fournisseur, on avait fait l'essai avec un fournisseur qui a eu accès à des niveaux de buffer et qui lui-même voyait les priorités. Et donc pas de contre-message, pas de changement entre le matin et l'après-midi, une ligne directrice simple, ça ne bouge pas. Et à partir de là, en effet, pour le fournisseur, c'est beaucoup plus simple pour caler ses productions. Bon, pilote formidable. Et donc, une fois que tu as fini le pilote, qu'est-ce que tu fais? Alors, pendant le pilote, et sur les premiers mois, on a vu que les résultats étaient là. Et bien, on a commencé, pendant cette phase pilote, à paramétrer le buffer des 6000 autres articles, hein, en fonction de leur famille et de leur typologie, pour qu'en septembre, on décide, on fasse un go. Et donc, en septembre, on a basculé l'intégralité des références sur un modèle des DMRP complètement opérationnel. Donc, sur ce nouveau modèle des DMRP, quelles sont les nouvelles habitudes qui ont été mises en place dans ton équipe? Alors, on a, à travers ce cockpit qu'offre Bitwise et la solution de pilotage de DMRP, on a en effet absolument simplifié les messages d'action pour les planeurs, en termes d'actions à réaliser jour par jour. On a des codes couleurs, des combinaisons, et en fonction de ces codes couleurs et de combinaisons, ils savent exactement tout de suite ce qu'il y a à faire en termes d'action. Relance, déclenchement d'appro, etc. Quand on compare avec un écran d'un cockpit SAP où on a 450 messages, SAP ou une autre solution, là, le tri est très vite fait et ça priorise. Et en faisant ça, on a vu et on a mesuré que on était aussi efficient parce qu'on avait réduit le délai de passage des commandes justement par cet exercice de priorisation et de simplification des messages d'1h40. Donc en moyenne, il passait 2 heures avant pour générer des ordres. Aujourd'hui, avec des DMRP, via la simplification des messages, on est passé à 20 minutes. Donc c'est aussi un gain essentiel. Et donc là, les deux systèmes sont connectés. Comment ça fonctionne? Alors, pendant la phase pilote, on a fait le choix de ne pas connecter automatiquement les deux systèmes. Parce que voilà, c'est des projets IT qui peuvent être longs. Donc, on a fait le choix de dire, je download les informations des SAP, parce que c'est notre ERP, je les charge dans B2Wise. B2Wise fait les calculs et en fonction de ce que me ressort B2Wise, je transfère le message dans SAP. Donc on l'a fait en manuel pendant le pilote et là, depuis maintenant quelques mois, on a tout automatisé. Donc les deux systèmes se communiquent entre eux. SAP gère les informations, B2Wise les analyse et génère les ordres d'approvisionnement automatique chez les fournisseurs. Alors est-ce que tu peux nous montrer un exemple d'évolution d'un stock, d'un buffer? Oui, alors ça c'est un exemple sur un produit. J'aime beaucoup cette slide parce qu'elle résume tout des DMRP. J'ai une croissance sur une période comparative d'une année à l'autre. J'ai des sales qui augmentent, donc en termes de vente, en termes de quantité, pas en termes de chiffre d'affaires, de quantité d'units vendues. J'ai un niveau d'inventaire sur cette même période qui descend et j'ai un service level qui augmente. On a les 3 composantes du DMRP. Je peux développer le business, ma supply chain est robuste, et en plus, je réduis le niveau de stock, donc le financier et la finance va être satisfaite. Et puis on voit que le buffer, il s'adapte aux ventes du client, et donc ça, c'est vraiment un point clé, l'adaptabilité. Absolument.
Alors, on a un autre exemple que tu voulais nous présenter. Oui, alors c'est sensiblement un exemple également similaire, hein, sauf que voilà, là, on a une visualisation de ce qui peut être aussi, et qui pouvait nous perturber, et qui nous perturbe encore, mais et qu'il est compliqué aujourd'hui de travailler, c'est le spike. Hein. C'est la très très grosse commande qui va arriver et qui va, même avec le plus grand buffer, mettre celui-ci dans des difficultés. Et aujourd'hui, le fait d'avoir déployé des DMRP, d'avoir stabilisé notre flux sur 90% de la demande, on est capable maintenant d'identifier ces phénomènes et de travailler en boucle d'amélioration pour aller travailler avec les sales, pour aller travailler avec le marketing, pour savoir si voilà, ce spike il est temporaire, il est lié à un changement de gamme, voilà, et pour ensuite aller reparamétrer le buffer pour qu'il puisse intégrer ces éléments-là. Donc quelque chose de très très dynamique. Donc on a vu la partie micro sur quelques références. Au global, depuis 2 ans, ce projet, il donne quoi? On a un taux de service qui, depuis son déploiement en 2018 jusqu'à aujourd'hui, va évoluer entre 87% et 92%. On a eu des petits ajustements, des petites baisses qui sont liées à des situations fournisseurs un peu critiques. Mais globalement, quand on compare les deux courbes, à gauche, je suis dans un modèle erratique, et puis à droite, je suis quand même dans un modèle relativement stable, où je peux travailler sur la durée et travailler avec les fournisseurs pour améliorer les choses. Donc ça, c'est l'impact sur la partie taux de service, client. Hein. Et puis donc sur l'impact, les autres impacts sur le business, pour les ventes, pour le niveau de stock, qu'est-ce que tu peux nous dire? Eh ben, les résultats, on les voit à l'écran. On a une croissance des ventes depuis 2018, hein, qui était aussi un objectif de la plateforme, hein, de faire croître les ventes et je dirais d'avoir plus en plus de clients sur cette plateforme, de filiales Air Liquide. Donc une croissance de plus 20 depuis 2018 sur cette partie vente. Et à côté, on voit en effet le niveau de stock qui est stable. Donc on n'a pas augmenté le stock, bien qu'on ait généré 20% de ventes en plus. Donc ça, c'est vraiment la gestion, à travers cette gestion dynamique du DDMRP qu'on a pu obtenir ces résultats. Ah ouais, mais attends, dans tes courbes, là, il y a un truc un peu spécial. C'est quoi la petite bosse, là, 2020? Une petite bosse, une grosse bosse. Cette grosse bosse, c'est Covid. Voilà, c'est très clairement Covid. C'est l'impact qu'a eu le Covid sur nos activités healthcare dans le groupe Air Liquide, notamment sur cette plateforme, où on a vu des consos sur certains articles multipliés par 20 ou multipliés par 25 sur un mois. Alors là, même avec le DDMRP, le buffer, il explose parce que dans son modèle d'origine, il n'est pas paramétré pour ça. Hein, il n'est pas paramétré pour ce genre de situation. Mais maintenant, on est capable, à travers le DDMRP, de simuler, puisque voilà, s'il y a une deuxième vague, on est capable de simuler quel serait le buffer si je devais me préparer à une deuxième vague, et si cette deuxième vague arrive à telle date, voilà, quand est-ce qu'il faut que je commence à réapprovisionner, etc. Et à partir de là, on peut discuter avec le management et la direction financière, c'est quoi l'impact. Mais tout ça n'est pas lié à l'outil, tout ça est lié à la stratégie de stock, et surtout, qu'est-ce qu'on veut couvrir en termes de risque. C'est ça qui est important. Ouais. Non, j'allais dire. Oui. Non, parce que c'est vrai que c'est assez étonnant. Parce que bon, le buffer, effectivement, il joue un peu le rôle d'amortisseur quand il y a des variations comme ça. Mais là, les variations étaient tellement fortes que là, c'était pas possible. Ouais. Absolument. Ouais. Et donc là, ce qui est important, c'est de bien lier la partie stratégie et puis la partie exécution. Et ce que propose DDMRP, en fait, c'est d'avoir un lien entre cette maille tactique et stratégique, et puis la partie opérationnelle. Donc c'est ce que tu es en train de faire en fait. Hein. Exactement, de simuler pour être capable de préparer l'éventuelle phase 2 d'un Covid, où cette fois-ci, en fonction des objectifs que l'on se fixerait, qu'est-ce qu'on veut couvrir. Voilà. Et donc de se préparer par rapport à ça. Donc là, aujourd'hui, tu es dans une phase d'amélioration continue. Est-ce que tu peux nous expliquer comment... là, aujourd'hui, 2 ans après la mise en place de DDMRP, qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? Alors, 2 ans après,
une des parties que je disais, c'est qu'en effet, comme on a stabilisé beaucoup le signal, on a du temps maintenant pour aller optimiser certains sujets au niveau de la supply chain, pour aller chercher ce petit pourcent ou ce 2% de plus de taux de service. Donc on a identifié des fournisseurs qui en effet mettent à mal ce résultat. Et bien, on a du temps maintenant pour construire avec eux des optimisations. Ce que l'on voit aussi à travers notre supply chain, c'est que de plus en plus dans nos filiales, l'order winner, c'est le délai. Il faut être de plus en plus court à répondre. Donc les filiales commencent à avoir des modèles de stocks locaux. Donc on essaye de construire aussi un DDMRP sur ces stocks locaux pour que ce DDMRP, ces stocks, ces buffers communiquent avec notre plateforme. Et la même chose que nous, plateforme, on envoie ça chez le fournisseur pour qu'on soit dans un flux complètement tiré. C'est le buffer final côté client qui va tout déclencher et qui va tout optimiser en termes de distribution et de stratégie d'approvisionnement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce métier, Air Liquide aussi, il y a eu 2 autres entités qui ont déployé cette approche sur un business similaire en Europe, en France et en Belgique. Et aujourd'hui, on regarde plus largement comment DDMRP sur d'autres process supply chain de notre entreprise, sur nos activités, comment DDMRP pourrait avoir cet effet aussi positif qu'il a eu sur notre distribution de matériel. C'est bon. Donc, ok, ben, merci beaucoup Wilfried. Je crois qu'on a fait le tour du business case. Si on a des questions. Oui, moi j'en ai quelques-unes. On a l'impression comme ça à vous entendre que tout est simple, que les fournisseurs se prêtent assez facilement à la mise en place du DDMRP. Est-ce que vous n'avez pas rencontré quand même des réticences, des difficultés à convaincre tous les fournisseurs, donc, parce que là on parle quand même d'une mise en œuvre globale, enfin ça ne concerne pas que la France, on est dans un déploiement mondial là. Oui. Alors sur périmètre européen, mais le fournisseur comme lui, il y a vu tout de suite un intérêt sur le fait que le signal est extrêmement stabilisé en termes d'ordre, donc il y voit un intérêt, il n'y a pas de changement, donc ses équipes approvisionneurs aussi à lui sont beaucoup moins stressés, alors parce qu'on l'a fait sur 2 ou 3, mais donc sont beaucoup moins stressés par rapport à ça, et donc le message est clair et partagé, donc ça c'est très important. Il y a un point important, c'est quand même la partie changement, changement au niveau des équipes, parce qu'on passe d'un process historique, j'ai des points de commande, je les respecte, que j'ai de la demande ou j'ai pas de la demande, donc bon voilà. Et là, on est sur un change management au niveau des job description où il faut analyser, il faut être un peu plus prédictif, faut en effet être plus actif dans la partie gestion des shortages, parce que c'est ça qui pénalise la supply chain. Donc pas beaucoup de changements, beaucoup de changements en interne. Et puis on est dans une phase aujourd'hui où je trouve, moi, parce que je travaille dans la supply chain depuis quelques années, et où je trouve que DDMRP aide beaucoup à communiquer avec les sales. On arrive vraiment à travers ces schémas, ces buffers, ces graphiques, à beaucoup mieux discuter avec eux sur, voilà, tu vois quand tu as un spike comme ça, comment ça vient perturber la supply, est-ce que on peut travailler sur est-ce que tu peux les anticiper, est-ce que tu peux nous les communiquer, et là voilà, on commence à parler de forecast sans parler de SNOP, qui est le mot qui cristallise parfois un peu les ventes. Et c'est bien. Parce que c'est des sujets que vous abordez dans le SNOP, ça Oui, absolument. Mais sans employer le mot. Ouais. Peut-être que j'arriverai à l'employer un jour, mais voilà, c'est plus simple. On parle de combien de références C'est 6000 SKU. D'accord. 6000 SKU. Avec des variabilités entre il y a beaucoup de références qui sont... Il y a 1400 références qui sont gérées en stock. Qui sont gérées en stock. Et le reste qui est géré à la dette, c'est-à-dire en gestion de... Alors là, on est plus sur des notions de buffer temps dans le système des DMRP. On va gérer plus le délai du fournisseur que le niveau de stock. Qu'est-ce qui explique le fait que vous avez explosé les ventes là, au moment du Covid ? On l'a vu, à Air Liquide, il y a eu plusieurs communications. Une entité, vous avez vu Air Liquide Medical System sur la partie respirateur, partie médicale. Et nous, on distribue beaucoup de médicaments pour les hôpitaux, ce qu'on appelle des régulateurs de pression pour brancher sur les bouteilles, pour
pour brancher sur les lits d'hôpitaux, pour distribuer l'oxygène. Et comme il y a eu une très forte hausse d'augmentation d'oxygène, eh bien, il a fallu fournir le matériel associé à ça. Et donc tout le matériel de dispensation des équipements pour les patients. Et donc vous disiez que vous étiez en train d'imaginer un scénario où il y aurait encore un retour du Covid. Oui. Comment vous l'intégrez justement dans le DDMRP? Ça veut dire des buffers qui seront dimensionnés différemment? Oui, alors c'est ça. On Ouais. a regardé en effet les consommations qu'on a eues au pic de la crise, entre mars et avril, sur les références qui ont été le plus impactées. Et en fonction donc, de cette fameuse consommation moyenne journalière qu'on a regardée sur cette période-là, eh bien, on a projeté des buffers en fonction du niveau que l'on souhaitait servir. Donc, est-ce qu'on veut dire, est-ce que par exemple, si on a une crise similaire, est-ce qu'on peut être capable de répondre à 60%, 70, 85? Et en fonction de ça, ça dimensionne le niveau de buffer qu'il faut avoir pour être prêt à répondre, et aussi l'impact financier que ça a. Mais c'est visuel et c'est partagé avec l'agent. L'outil le permet, et ça, c'est bien. Et alors, vous parliez d'autres entités d'Air Liquide qui seraient intéressées aussi pour déployer des DMRP. C'est quel type d'activité? Alors, c'est des activités que l'on voit chez Air Liquide, la distribution de gaz, voilà, la distribution de gaz au niveau des bouteilles de gaz, etc. C'est des trucs, le process. Alors, on a parlé de FAPIX au départ. Hein. C'était une réflexion que vous avez menée au moment des conférences auxquelles on a pu assister au cours de ces dernières années. Vous continuez à échanger avec d'autres entreprises qui ont mis en place le DDMRP pour... Oui, on a beaucoup échangé avec Michelin. On Ouais. continue à échanger avec Michelin, et on échange avec Thibaut Desrouville sur leur niveau aussi. On a beaucoup échangé avec Biomérieux sur ces thématiques-là, où Biomérieux était sur un modèle de distribution assez similaire au nôtre, sauf qu'il était mondial. Et vous partagez les mêmes enseignements? Oui. En termes de résultats, en termes de protection, des clients ou de la fabrication, en termes sur la partie appro ou planification, oui, la réduction de stock aussi, oui, c'est le taux de service. C'est en effet des choses que l'on partage à 100% à chaque fois. Très bien. Écoutez, en tous les cas, merci beaucoup pour cette témoignage. J'imagine qu'il y aura d'autres questions qui viendront. Là encore, pour ceux qui n'étaient pas là en tout début de matinée, je rappelle qu'il est possible de poser des questions, mais on ne va pas vous répondre tout de suite. Vous avez qu'à poser des questions par chat en précisant vos coordonnées de façon à ce qu'on puisse vous répondre. Wilfried peut-être vous répondra, ou sinon Laurent Vigouroux de B2Wise. Merci beaucoup pour ce témoignage, Wilfried. Je vais demander à Laurent de rester sur le plateau pour justement nous parler peut-être de la solution, parce qu'on a... Ah, c'est débranché. Parce qu'on a évoqué la solution, Wilfried y a fait allusion, mais on n'a pas véritablement, on n'est pas vraiment rentré dans l'application, on n'a pas véritablement compris ce que la solution B2Wise, cette solution informatique qui est packagée, qu'est-ce qu'elle apporte finalement à l'utilisateur qui a mis en place le DDMRP. Alors, la solution B2Wise, avant de parler de la solution de B2Wise, on parle de la méthode. Et B2Wise, nous, on est un pure player demand-driven. On est focalisé sur cette partie DDMRP avec l'éducation et une application. Donc, le premier point qui est vraiment très, très important, c'est la partie éducation, parce qu'on a juste 50 ans d'éducation MRP à débrancher dans le cerveau et à rebrancher. On l'utilise, le MRP, mais on va le rebrancher différemment et on va utiliser toutes les meilleures méthodes qu'on connaît, du Lean, de la théorie des contraintes, du Six Sigma, et tout ça va être intégré dans le DDMRP. Une fois qu'on a fait cette évolution, ce changement de mindset, de mode de pensée, là on peut commencer à travailler avec un outil. L'outil B2Wise va répondre à toutes les attentes demand-driven des utilisateurs. Voilà.
Donc, oui. ok. Donc ça, c'est le préalable. Mais bon, donc Bitwise. Oui. Alors, Bitwise, nous, aujourd'hui, on accompagne des grandes entreprises. Donc, on a vu Air Liquide. On travaille aussi avec LVMH, Biomérieux, Alain Flelou. Et on travaille aussi avec des PME, des ETI, Pivot dans le bois, Semin dans les enduits de plâtre. On travaille aussi avec MK dans l'électronique. Et en fait, toutes ces entreprises vont bénéficier de cet apport sur le demand-driven qui va avoir directement une accélération des flux qui va se traduire derrière par une augmentation du taux de service, une augmentation et une stabilisation du taux de service au niveau opérationnel. Et puis, l'effet positif collatéral, c'est la baisse de stock. L'objectif initial n'est pas de baisser les stocks, mais quand les flux vont plus vite et qu'on va se focaliser sur les informations pertinentes, les matières pertinentes, et bien d'un seul coup, les stocks baissent ou se stabilisent avec une croissance du chiffre d'affaires. Et ça, c'est ce qu'on a vu aussi chez Sames Kremlin, où ils ont augmenté leur chiffre d'affaires tout en baissant leur stock, eux, jusqu'à 35%. Et le dernier point, c'est la baisse du stress. Et ça, alors, ça rentre difficilement dans une fiche projet avec des quantifications quantitatives en euros, mais 100% des utilisateurs adorent parce qu'ils ont des messages très clairs, très visuels, pour savoir ce qu'ils doivent faire, la priorisation au niveau du planning, au niveau du lancement des ordres de fabrication, des ordres d'achat, des ordres de transfert, et puis ensuite sur l'exécution pour savoir quelles sont les références qui peuvent être en difficulté, peuvent les mettre en difficulté et donc intervenir juste avant de rentrer dans cette situation délicate. Et donc tout ce mode de fonctionnement, on le retrouve dans l'application Bitwise qui va se connecter avec les ERP, tous les ERP qui sont sur le marché. On a développé des ERP, des connecteurs spécifiques pour Microsoft AX, toutes les versions, pour SAP aussi, toutes les versions. Et puis pour tous les autres, on a une plateforme qui va permettre d'échanger les données entre Bitwise et les ERP. Et le point clé, c'est que les entreprises vont déléguer la prise de commande, la décision, l'analyse du niveau de stock à cet outil expert qui est Bitwise. Et puis ensuite, les données vont réintégrer les ERP pour suivre l'avancement des ordres, la facturation client. Enfin, on a toujours besoin de l'ERP, c'est absolument nécessaire. Donc l'outil informatique va permettre de modéliser le process et aider l'utilisateur à positionner les buffers, par exemple, c'est ça? Exactement. Première étape, c'est le positionnement. On va modéliser la supply chain en positionnant les stocks dans le réseau de distribution, mais aussi ensuite dans les nomenclatures. Et comme ça, on va avoir une vision end-to-end de la supply chain, c'est-à-dire de bout en bout, que je sois fabricant, distributeur ou même jusque dans la partie retail, on va avoir cette tour de contrôle qui va permettre, dans certains cas, il y a des entreprises qui ont plusieurs types de RP, plusieurs solutions de gestion et qui sont multinationales, mondiales. Et donc, avec Bitwise, on va avoir cette tour de contrôle qui va permettre d'agréger et d'avoir cette vision globale sur les stocks, sur les flux et pouvoir accélérer tous ces flux globalement. Et accélérer les bons flux, hein. Ce n'est pas tout d'accélérer n'importe lesquels, c'est vraiment accélérer les bons flux. Merci Laurent Vigo. Je vois le timer qui me dit 2 secondes, 1 seconde, 0, pile, on est à l'heure. Donc merci beaucoup pour ce témoignage. Maintenant, on va confronter donc votre vision d'éditeur avec la vision de 2 cabinets conseils qui eux aussi vont apporter leur expertise sur ce sujet. Donc le premier, c'est le cabinet Adameo, le second, ça sera Sitwell. Donc pour Adameo, j'appelle Sacha Bouillet, donc, qui est le directeur d'Adameo et qui va nous parler du DDMP sur un sujet qui est comment être One Team, One Voice pour réussir sa démarche DDMRP. Bonjour Sacha Bouillet. Bonjour Philippe, merci de m'accueillir sur cette belle session DDMRP. Alors très rapidement, en 20 secondes, je vais présenter Adameo pour ceux qui
connaissent pas encore. Donc nous accompagnons nos clients sur plusieurs pôles d'expertise, à la fois du conseil en opération, de l'amélioration de la performance, des schémas directeurs. Nous inscrivons également le DDMRP dans notre offre depuis quelques temps. Nous avons également un conseil en technologie et système d'information sur du support assistance à maîtrise d'ouvrage et de l'intégration de systèmes. Et enfin, un pôle important sur les ressources humaines et recherche de talents. Voilà. Donc ça, c'est pour situer un petit peu Adameo. Alors, The Human Supply Chain Solution, c'est bien évidemment ce qui nous caractérise, c'est notre ADN. C'est bien de mettre l'humain à chaque fois dans, je dirais, les programmes de transformation pour la réussite du changement. C'est vraiment ce qui nous caractérise. Alors, je suis un peu perdu sur les transparents. Je vais essayer de juste représenter. Je ne sais plus dans quel sens c'est. Alors, pendant que vous cherchez les transparents, Voilà, je répète ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Posez vos questions sur les chats. Voilà. On vous répondra, peut-être pas maintenant, mais ultérieurement, les orateurs auront plaisir à reprendre contact avec vous pour répondre à toutes vos questions. Merci. Donc, alors, pour parler du DDMRP, en effet, beaucoup de choses sont dites aujourd'hui et maintenant depuis quelques années sur le DDMRP. Si vous voulez, le DDMRP, ce que je retiens, c'est que c'est un concept qui permet de traiter de manière fluide les flux et également d'aligner les contributeurs sur le process. Et ça, c'est vraiment un point très important, ce qui permet justement d'intégrer en fait le facteur humain dans les transformations. Donc ça, c'est un sujet que nous mettons en avant. Le facteur stress, j'ai bien apprécié le pilote qui a été présenté au travers d'Air Liquide et la présentation de mon confrère P2Wise. En effet, c'est important d'intégrer ce facteur stress dans la mise en place d'un projet DDMRP. On s'aperçoit finalement, sur un projet réussi, que finalement, les hommes et les femmes de la supply chain vont finalement s'affranchir de tout ce qui est normal, de ce qui se passe bien. Il va y avoir un élément un 20-80 dans le bon sens, si je puis dire, pour vraiment se focaliser sur les exceptions et les écarts types. Et donc, c'est là où je remets l'humain dans un axe, en plus de l'axe méthode et process, c'est puisque c'est l'humain, en fait, qui va travailler sur ces écarts. Et c'est celui qui va pouvoir aller chercher l'information pertinente et de pouvoir, justement, trouver les moyens d'ajuster, si vous voulez, le modèle et de le confronter en permanence à la réalité. Et on se retrouve, finalement, dans un schéma d'implication de l'humain au travers de ce projet. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que ça commence à bien s'ancrer, ça s'est fait dans les grands groupes. Et aujourd'hui, notre vocation à Adameo, c'est vraiment d'aller, je dirais, déployer ce concept au sein des ETI et des PME, avec tout l'aspect, je dirais, montée en compétences, formation. D'ailleurs, chez Adameo, on montre l'exemple. On s'est lancé avec une dizaine de consultants qui se sont formés au premier concept de Demand Driven Planner. Alors, juste une parenthèse, parce que je suis directeur conseil, mais j'ai été dans d'autres vies directeur supply chain d'un groupe chez un équipementier ferroviaire, et j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler sur, je dirais, des programmes de transformation autour du MRP. Donc le MRP2, avec une core solution sur un ERP. Et aujourd'hui, je mesure encore mieux, si vous voulez, l'aspect positif du DDMRP par rapport à ce que j'ai pu vivre précédemment. Et le fait de mettre en place ces buffers de stock qui vont permettre de passer d'une logique, somme toute, de calcul dépendant du MRP à une situation, je dirais, d'articulation pour absorber les écarts de la variabilité de la demande et des délais. Le bon stock au bon endroit. Exactement. Alors c'est vrai, comme le disaient mes confrères, le positionnement du stock stratégique, c'est en effet la clé d'entrée du DDMRP. Et ensuite, il y a tout le modèle qui se met en place avec le dimensionnement des buffers pour justement réguler tout l'aspect du flux disponible, si je puis dire. D'accord. Donc ça, c'était le sujet. Et on voit bien aussi, si vous voulez, l'aspect articulation du DDMRP entre les différents horizons. Alors quand on parle d'horizon, on a le modèle opératoire qui travaille sur du court terme, comme je le disais. On va intégrer très rapidement sur un horizon de découplage, je dirais, les ventes qualifiées et les pics de demande, hormis le Covid. Mais c'est bien ça le DDMRP, c'est de prendre en compte l'aspect VUCA. Alors je prononce le mot VUCA,
que tout le monde reconnaît aujourd'hui, volatile, incertain, complexe et ambigu. Et c'est bien ça que l'humain doit appréhender, je dirais, avec, somme toute, une capacité à réagir de plus en plus vite et à mettre en place des systèmes d'adaptabilité dans l'entreprise pour agir sur des cycles de plus en plus courts. C'est parfait, ça sera la conclusion. Voilà, donc si vous avez des questions me concernant, n'hésitez pas. N'hésitez pas sur le chat, toujours. Je vous remercie. Sacha Bouillet, merci beaucoup pour ce témoignage. Et pour compléter donc ce panorama autour du DDMRP, Laurent Pénard, donc, qui est le fondateur, créateur du cabinet Sitwell et qui est président. Donc qui là aussi va nous parler de DDMRP à travers donc un sujet qui est la réactivité et l'adaptation face aux imprévus majeurs. On est toujours dans le même sujet du Covid et de la manière dont le DDMRP peut répondre précisément à des variations très, très fortes comme celles que nous avons connues. Tout à fait. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Laurent. Oui, là, on va revenir sur la prévision, l'impact post-Covid. Je pense que ça sera nécessaire de revenir à qu'est-ce que c'est que l'impact de DDMRP avant le Covid, parce que tout le monde ne le sait pas. Et souvent, on nous interroge, que devient le métier de la prévision avec DDMRP? Il n'y a plus besoin de prévisionnistes. Donc, je reviendrai là-dessus. C'est une bonne question, mais ça demanderait peut-être plus de temps. Non, je vais essayer de le faire en 1 minute. Il y a 5 minutes. Alors, déjà, juste sur Sitwell, que tout le monde ait en tête qu'on est probablement les pionniers en France. On a accueilli les équipes d'EDI en 2013, donc ça fait 7 ans maintenant qu'on côtoie des DMRP. Sans fausse modestie. Un prix au roi de la supply chain. Oui. Ouais. Et sans fausse modestie, je crois qu'on est considéré comme un des cabinets leaders aujourd'hui dans le monde. On peut dire dans le monde autour de DDMRP parce qu'on accompagne, on a parlé de Biomérieux aux États-Unis dans tous ces déploiements. Peut-être un jour Air Liquide dans les filiales au Canada, aux États-Unis. Bon, après Sitwell, on ne fait pas que du DDMRP, c'est à peu près 15% de notre activité. Ce qui veut dire qu'on a encore beaucoup de gens qui nous demandent de faire du MRP et on essaie de les faire glisser vers les nouveaux concepts. Et beaucoup de gens qui nous demandent de faire du SNOP, de faire des prévisions. Et du coup, j'arrive sur le sujet de la prévision. Avec un schéma qui nous est souvent demandé, qui est qu'est-ce que fait un prévisionniste, c'est quoi faire des prévisions quand on est en MRP2 et qu'est-ce qui se passe en DDMRP. Donc je vais quand même prendre 1 minute pour résumer les plus gros impacts sur l'activité de construire des prévisions en DDMRP et voir du coup, finalement, est-ce qu'on est plutôt en meilleure situation pour faire face au Covid ou est-ce que c'est très délicat parce que dans les premiers messages des DMRP, c'était on va utiliser l'historique, la demande historique pour dimensionner les buffers, etc. C'est sûr que là, la demande historique peut poser problème. Cela dit, est représenté sur la page qui est diffusée les plus gros impacts avec des DMRP sur les prévisions. Notamment, on peut citer qu'on va demander aux prévisionnistes souvent de travailler de manière plus macro et d'identifier surtout les fortes variations. Donc d'essayer d'avoir un labeur épuisant, de faire de la prévision détaillée sur toutes ces références, mais plutôt de repérer tout ce qui nécessite une bonne qualification, un retravail sur les variations de prévision. On va retrouver tout ce qui est aussi le début de vie et fin de vie, qui passe beaucoup plus de son temps sur ça plutôt que de devoir subir quasiment les nouveautés. Et puis, il y a tout le travail d'élaboration où on va plutôt raisonner macro. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va voir sur le Covid, c'est vrai que c'est intéressant de raisonner macro pour le prévisionniste parce que descendre à un niveau de détail très, très élevé peut être moins significatif. Wilfried en a parlé tout à l'heure. L'autre aspect, c'est dès la prévision, on a un impact sur les buffers. C'est le prévisionniste qui va savoir qu'un buffer qui était basé sur de la prévision fiable jusqu'ici et utilisait un modèle de ce type-là, il faut changer, il faut alerter, il va falloir changer le type de profil. Donc on croit toujours que c'est les planeurs ou les approvisionneurs qui vont faire ça. Mais non, le prévisionniste, il a un rôle très important qu'on va retrouver forcément là dans le contexte Covid ou post-Covid en disant finalement qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je change en termes de logique de configuration. Et le troisième axe important, c'est même si on dit que
le travail de prévision est en forte interaction avec le SNOP, ça va se renforcer. Donc si je résume les 4 impacts principaux, j'utilisais le schéma connu de tous ceux qui ont été faire une formation DDP ou DDL. C'est ce qu'on appelle le modèle articulé en DDMRP, qui montre qu'il y a le SNOP d'un côté et tout le modèle de gestion des buffers de l'autre. On va retrouver qu'effectivement, il faut probablement revoir la configuration des buffers, parce qu'il y a un risque qu'avec les énormes variations de demande, on doive réanalyser tout ça. Il faut peut-être innover, parce qu'on a besoin de big data, on a peut-être besoin d'intelligence artificielle pour comprendre le comportement des buffers et des marchés, et du coup corréler tout ça. Donc ça, c'est un des gros axes de réflexion qu'on peut avoir. Ça va aussi aider dans le comportement des marchés. Et puis le dernier aspect, c'est il faut pouvoir impacter le SNOP. Donc en fait, et là je vais juste paraphraser ce que Wilfried a dit, il faut anticiper la prochaine fois. Et ça, j'utilise mon modèle des DMRP pour discuter avec mes décideurs au moment du SNOP. Et du coup, je peux projeter, je peux anticiper, je peux dimensionner beaucoup plus facilement. Voilà les principaux enseignements. Voilà, je parlais de tous les clients qu'on a emmenés sur le chemin du DDMRP. Vous en avez une liste là. Et je suppose qu'ils sont tous en train de se poser la question du redimensionnement de leur buffer, du réajustement par rapport à leurs équipes dans cette phase Covid. Merci. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci beaucoup, Laurent. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'ai trouvé que c'était très complémentaire. Les conférences qu'on vient d'avoir sur le DDMRP, vraiment, ça s'articulait très très bien. Je trouve que ce qui se dégage, c'est que la dimension informatique est importante, mais la dimension humaine, à travers tout, que ce soit Air Liquide, que ce soit Adameo, que ce soit Sitwell, à chaque fois vous avez insisté quand même sur la nécessité de l'humain, le rôle du prévisionniste, l'importance de l'humain dans la mise en place de l'organisation et de la réflexion autour de la mise en place de la solution. Merci pour ces témoignages. Nous allons donc, cette session va prendre fin. Nous allons passer à la suivante à 11h30 précise. On est un petit peu en avance sur le timing. Donc la prochaine session sera consacrée au pilotage et la traçabilité avec un témoignage qui sera celui de la société Cerelia, qui est un spécialiste de la pâte à tarte. Je ne sais pas si vous connaissez Cerelia, ils font de la pâte à tarte pour les pizzas, pour tout ce qui est cuisine, voilà, pour manger pendant le confinement. Et cette société a donc pris l'initiative de se faire auditer pour justement mesurer, quantifier sa robustesse et sa résilience. Donc on verra de quelle manière ils s'y seront pris. Donc je vous donne rendez-vous dans 10 minutes maintenant, un petit peu plus de 10 minutes, pour cette troisième session sur le pilotage et la traçabilité. N'hésitez pas à nous poser vos questions par le chat. Les orateurs ne manqueront pas de vous répondre. Merci, à tout à l'heure.